Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion. On a beaucoup de choses pour vous cette semaine. Évidemment, ce qui retient l'attention dans le monde du hockey au Québec avec le Canadien, avec le Rocket, c'est bien sûr l'arrivée imminente de Cole Caulfield. Sa saison a pris fin vendredi. D'ailleurs, le match était présenté sur les ondes de RDS. Surprise, la petite université de Bemidji State a éliminé les Badgers de Wisconsin et a terminé leur saison de façon abrupte parce qu'on voyait Wisconsin se rendre au Final Four du 8 au 10 avril prochain. Alors, il en serait évidemment beaucoup de questions au cours de notre balado-diffusion. On a une entrevue d'ailleurs. Je suis pas mal certain qu'on est les seuls à avoir cet extrait d'entrevue-là. On a jasé avec Brock Caulfield, le frère de Cole, qui joue avec lui, avec les Badgers de Wisconsin. Alors, on s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt ce matin. On va vous présenter ça dans quelques instants. On va évidemment parler beaucoup du Rocket de Laval, parce que oui, Caulfield s'amène, mais le Rocket, en attendant, Caulfield continue de jouer. Et ma parole, comme dirait le collègue Pierre Roud, le Rocket est tout simplement sublime. Mais hier, une remontée spectaculaire. Je regardais le match, tirais de l'arrière 3-1, restait 10 minutes à jouer à Winnipeg. On sentait la fatigue là, dans le camp du Rocket. 7e match sur la route dans ce voyage éreintant de 8. Eh bien, le Rocket a renversé la vapeur, marquant 4 buts dans les 6 dernières minutes pour se sauver avec une victoire. La fiche du Rocket sur ce voyage, présentement, 6 victoires et une défaite en tir de barrage. Et cette défaite-là, c'était jeudi dernier contre le Moose, alors que le Rocket menait 3-1 avec une minute à jouer. C'est faire monter la pente en se faisant marquer 2 buts, dont le dernier à 1 seconde de la fin de la troisième, échapper le match en fusillade. Ça ne demeure pas moins là, que c'est un voyage exceptionnel. Il reste un match dans ce voyage-là, mardi, demain soir, le 30 mars. Puis par la suite, l'équipe va rentrer à la maison pour 3 matchs à compter de vendredi contre les Heat de Stockton. Et bien sûr, l'équipe d'RDS sera là pour ces 3 matchs-là. Le premier vendredi soir, il y en aura un également dimanche soir et un mardi prochain, le 6 avril. Alors, on va parler avec Joseph Blandisi, qui est le meilleur marqueur du Rocket de cette saison. On s'est entretenu avec lui hier soir. On va vous présenter ça dans quelques instants. On va résumer évidemment ce qui s'est passé cette semaine dans la Ligue junior majeure du Québec et regarder surtout ce qui s'en vient. C'est la dernière semaine de la saison régulière pour les 12 équipes du Québec, la saison qui va prendre fin ce vendredi. Et on va parler la semaine prochaine du début des séries éliminatoires. On pourra y aller avec quelques prédictions aussi d'ailleurs pour les 12 équipes du Québec seulement, faut-il le rappeler, parce que dans les Maritimes, on continue la saison régulière jusqu'à la fin du mois d'avril. Les séries éliminatoires seront plus courtes. On vous en a parlé un petit peu la semaine dernière. Alors, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard au cours de l'émission également. Revenons donc au sujet qui nous passionne, c'est le cas de le dire, Cole Caulfield. Vendredi après-midi, Bemidji State a joué un excellent match, a fermé la porte aux Badgers, à Cole Caulfield, même si Caulfield a réussi à marquer 2 buts en 3e période, ce ne fut pas suffisant. Résultat des courses, Bemidji State a causé la surprise, mais Bemidji State a perdu le lendemain contre l'Université du Massachusetts, donc c'est la triste cruauté de tous les tournois de hockey ou dans n'importe quel sport où on règle ça sur un match. Je suis à peu près convaincu que dans une série 4 de 7, Wisconsin aura le meilleur sur Bemidji State. Mais un jour X, un gardien qui est en bonne forme versus un gardien qui est plus chancelant, un opportunisme, je dirais, faut être honnête. Les Beavers ont profité de leur occasion de marquer. On leur enlève rien, mais ça a fait en sorte que ça a mis un terme abruptement à la saison et par le fait même à la carrière universitaire de Cole Caulfield. Ça s'est terminé avec 30 buts, 22 passes pour 52 points en 31 matchs. Si on considère qu'il n'avait pas marqué à ses 4 premiers matchs de la saison, c'est donc dire que Caulfield a marqué 30 buts à ses 27 derniers matchs avec les Badgers. En 2 ans, il aura inscrit 49 buts en 67 matchs. L'élimination s'est faite sous le coup de 15h30 vendredi. Samedi matin, Marc Bergevin rencontrait les médias de Montréal via visioconférence pour parler de l'acquisition d'Eric Staal. Et évidemment, les questions sont venues sur le dossier Caulfield. Et à ce moment-là, il badinait beaucoup. Revenez-moi dans une couple de jours, une couple d'heures, je pourrais vous en dire plus. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait déjà. Et samedi soir, 21h environ, le communiqué est sorti de l'Organisation du Canadien selon laquelle Caulfield avait signé un contrat. Là, la grande question, s'en vient-il avec le Canadien? S'en va-t-il avec le Rocket de Laval?
On a par la suite appris, et Caulfield l'a confirmé ce matin en point de presse aussi, qu'il va d'abord jouer avec le Rocket de Laval. Est-ce qu'il aurait pu faire le saut directement avec le Canadien? Ça s'est déjà vu là, par d'autres joueurs universitaires. Et d'ailleurs, je suis convaincu que d'ici la fin de la saison, le Canadien qui a compté demain là, va jouer 25 matchs en 43 jours. Je suis convaincu qu'on va le voir dans l'uniforme du Canadien d'ici la fin de la saison, ne serait-ce que quelques matchs. Question de lui faire goûter un petit peu ce que c'est que la Ligue nationale. On dit souvent d'un joueur, on l'a emmené trop vite dans la Ligue nationale, on aurait dû le laisser dans la Ligue américaine plus longtemps. On ne dit jamais le contraire, on l'a laissé trop longtemps dans la Ligue américaine. Alors, moi, je suis de ceux qui croyaient qu'on pouvait l'amener directement avec le Canadien. Je persiste encore là-dedans, mais l'organisation du Canadien a décidé de le faire passer par Laval. Et vous savez quoi? C'est bien correct. C'est bien correct. Il va jouer avec l'équipe de Joël Bouchard qui va très bien présentement. Quand on regarde le calendrier du Rocket, il y a un match à Montréal le 6, mardi le 6. Est-ce que la quarantaine va être finie? Parce que ce qu'on nous a expliqué ce matin, c'est qu'il doit faire une quarantaine de 14 jours, mais 7 jours en isolement. Du jour 8 au jour 14, il est encore considéré comme en quarantaine, mais il peut participer à la bulle de l'équipe. Comme il aura eu une seule séance d'entraînement, pas certain qu'on va le voir en uniforme mardi le 6 contre le Heat de Stockton. Moi, j'ai comme l'impression que ça risque d'aller au 9 avril prochain contre les Marlies de Toronto à Toronto. Ça reste à voir, là, les 9 et 10, le Rocket joue 2 matchs à Toronto. Moi, j'ai comme l'impression que ça pourrait être vers ces dates-là que Cole Caulfield pourrait faire ses débuts professionnels avec le Rocket de Laval. Évidemment, on va suivre tout ça. Je le disais, Cole Caulfield a parlé aux médias ce matin. Vous allez l'entendre partout sur toutes les tribunes, 5 à 7, Sport 30, RDS.ca. On a décidé de vous sortir 2 extraits d'entrevues où j'ai, entre autres, posé la question à Cole Caulfield s'il était au courant que l'attention envers lui au Québec était très bonne. D'ailleurs, que RDS a présenté des matchs de son équipe, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant pour quelconque espoir repêché par l'organisation du Canadien. On écoute 2 extraits de Cole Caulfield ce matin en point de presse. Aware back in Wisconsin of all the attention that you got here in Montreal and in Quebec, the fact that we showed us some of your games, the NCAA games on live on TV here, and all the attention around you. Would you say you were able to feel it from Wisconsin? Yeah, I mean, it was obviously something special to have your college games on and Canadian networks and stuff. But yeah, I feel the support, feel the excitement, and it's obviously exciting to play in front of a large crowd, especially when there's not people in the stands. Just to know people's watching is a lot of fun, and yeah, it's obviously pretty exciting and special for me. Would you say the last few days were as you expected? I mean, right from the end of the season on Saturday morning, we spoke with Marc Bergevin, and he said, "Well, we'll see what's going to happen." And then suddenly, right Saturday night, we had the news. So you were expect that it would go that fast after the elimination of your team? Yeah, I mean, I didn't put too much thought into it, until my season ended and that opportunity arose and stuff. But yeah, like I said, I was focused on my season and trying to go as far as we could. But after that, things have been actually moving really, really fast, and just trying to take it in and day by day and enjoy the moment. Alors voilà 2 extraits de Cole Caulfield. La première question, je lui demandais évidemment s'il était conscient qu'on présentait des matchs de son équipe ici à RDS. TSN aussi présentait des matchs de l'Université Wisconsin. Il dit oui, c'était le fun de savoir qu'on était à la télé canadienne, de jouer devant des auditoires plus larges et surtout dans une époque où il n'y a pas de spectateurs dans les gradins. Je lui ai demandé s'il s'attendait à ce que ça se passe aussi rapidement, là, dès l'élimination, la signature du contrat. Il dit j'y avais pas trop pensé avant. On le comprend, lui était concentré à amener l'équipe de son enfance, les Badgers. Il est originaire là, du Wisconsin, Caulfield. Voulait amener cette équipe-là là, jusqu'au Frozen Four, mais ça n'aura pas lieu. Je vais revenir au Frozen Four dans quelques instants, mais je vais d'abord vous présenter une autre entrevue, évidemment, elle va être en anglais aussi, avec le frère de Cole Caulfield, Brock Caulfield, qui
qui joue avec lui, qui a joué avec lui au cours des 2 dernières années. Évidemment, là, ça vient de se terminer de ces 2 saisons-là, 2 saisons qui vont rester gravées dans sa mémoire, d'avoir eu la chance de jouer avec son jeune frère. Évidemment, Brock Caulfield n'est pas le même joueur que Cole Caulfield, n'est pas repêché par aucune équipe de la Ligue nationale. C'est un joueur qui a des statistiques beaucoup plus modestes. Il a déjà 3 saisons, lui, de jouer avec les Badgers et va retourner avec les Badgers pour terminer là, ses études l'an prochain. Alors, au niveau hockey, évidemment, on parle de 2 joueurs complètement différents, mais vous allez voir avec la ressemblance que c'est vraiment 2 frères. Ils sont proches, comme le sont la plupart des frères qui ont eu en plus la chance de jouer au hockey. Alors, j'ai parlé à Brock beaucoup de la façon dont Cole a vécu tout ça au cours des 2 dernières années et le préparer à ce qui s'en vient avec le Rocket de Laval et éventuellement le Canadien de Montréal. J'ai trouvé l'entrevue extrêmement intéressante. Alors, je vais vous résumer tout ça en français tout de suite après, mais d'abord, donc, voici cette entrevue avec l'attaquant Brock Caulfield. Comme je le mentionnais, notre invité, le frère de Cole Caulfield, Brock Caulfield. Brock, first of all, thank you for being with us. It's really appreciated. Of course, it's probably a mixed feeling right now. Your season ended probably faster than you expected on Friday. We had that game on RDS, in fact. And of course, the good news for the family, for your brother. So, what is your feeling about all the events since Friday right now? Yeah, I mean, it's been a lot of emotions in a really quick amount of time. So, I'm really proud and happy for him. Obviously, our season didn't end the way we wanted it to, but anytime like one of your friends and your brother can do something he's dreamt of his whole life, it's special. So, I'm really happy for him. If you go back first of all on that game on Friday, it seems that we didn't see the real Badgers in that game. You were like I don't know if they played that good or it was a bad game for your team. How you see what happened on Friday? Yeah, I mean they played a good game and we knew they were going to bring us their best. And I mean, I don't think we got to our game early enough, and once we did, it was kind of too late in the third. So. We made a push at the end, but it wasn't good enough in the first 2 periods. So that's kind of what hurt us. You were, of course, you see what your brother did for the past 2 seasons. You had the chance to play with him, and it's probably those 2 seasons will be remembered for you for all your life. He was so good, especially this year. Were you surprised a little bit by the way he handled everything? I mean, in a way, yeah, but I mean, I worked out with him the whole summer and skated with him and even practiced during the year. You see it every day. So I guess once it gets to the game, you're not really surprised, but it's amazing what he's done. And especially being on his team, there's some games you feel like we couldn't lose this year because we had him out there. So yeah, it was a special 2 years for me that I'll remember for the rest of my life, and for him too, but it's time for him to take the next step. So really happy for that as well. What would you say he improved the most in the last season? I mean, everyone can always say his shot's amazing, but I think like defensively and, carrying the puck through the neutral zone, and he's kind of moved away from his freshman year. He was a goal scorer still, but he'd find spots and find areas to get the puck. But this year he'd carry the puck up. He's good in his own end. We trust him in every situation. So, I mean, just his all-around game got a lot better this year, which is impressive for his freshman year as well. Would you say, I asked him that question a bit earlier in the presser we had, but would you say that he had the feeling of all the attention he got here in Montreal and here in the province of Quebec in Canada? I mean, on RDS, our network, we showed 5 games of the Badgers. We never did that before for any other prospects that Montreal drafted over the years. But we felt at RDS that it was important to show the people here to get to know him. Would you say he was feeling that even if he was in Wisconsin and feel the attention he got here? I mean, he loves the attention, and that's just his personality. He likes it, and he embraced it, and he never really panicked with the pressure. He knew it was there, but he was more focused on our team and what we were doing. So I don't think it really bothered him too much or put too much pressure on him.
I don't know if you were aware of that. I don't know if you talked with him about that, but the first time we showed your first two games, it was those two games at the end of November against Arizona State, and it was a disaster. Those two games, he didn't play well. He was even benched on the third period, and there was a lot of people over here saying, you know what, he can't feel the pressure because the game was shown in Montreal. That's why he played bad. Did you talk about that with him, or it was just a coincidental event? Or? Yeah, I didn't talk with him about it, but I knew what they were on TV in Canada and stuff, so I knew he was probably feeling that pressure, but I don't really think it affected him. And even the next week, he never hit a panic button or never was just freaking out about anything. He just kept his nose down and kept working. And the second half of the season he had is unbelievable. So it's props to him for how he handled that and how he'll handle things going forward. What would you answer to all the people who said, well, it's not going to work because he's too small, because he's not going to do it at the next level? I'm a big fan of your brother. I mean, I always compared him to Alex DeBrincat or even Johnny Gaudreau in Calgary. What would you answer to those people saying, well, it's going to be tough now because he's going to play with the big guys? Yeah, I mean, that's been his whole life. Everyone said that, and it hasn't affected him. And I think he embraces it, and you don't need to be a certain height to score a goal. So, I mean, he embraces it, and he loves the feeling of everyone watching him and knowing that that he's a special player. So I don't think it's going to affect him going forward because it hasn't affected him yet. And obviously it's a big step to pro hockey, but I think he's ready for it, and I don't think it'll affect him. When he was drafted by Montreal, it was kind of special for him. You were there, of course, for the draft. And did he feel that he was coming in a special market as far as hockey is concerned? Yeah, I mean, of course, we watch hockey our whole life and know the history of it. And he was super happy when he got drafted by Montreal, just how passionate the fan base is and everyone there. I mean, he would have been happy with anything on that day. It was just a special day. But to be picked by Montreal, they kind of embraced him as one of their own, and he's fell in love with it ever since. And I know how happy he is to go there right now. Brock, before letting you go, and I'm really happy I had the chance to talk with you. What's going to happen with you? You got to play a fourth season with the Badgers next year. Is it the plan for you, or? Yeah, another year with Wisconsin, and it'll be another big summer and big year for me as well. So I look forward to it. And it was a special couple years with my brother, but he's moving on, so happy for him and happy for me as well, getting to continue playing hockey. You still think you're gonna have a chance maybe to sign a pro contract one day, or? Yeah, that's the goal, 100%. So we'll see where things are at the end of next year and go from there. Well, Brock, thank you very much. We hope to see you soon in Montreal. It's going to be meaning that the life is better for everybody when you're going to have a chance to travel and see your brother play. But just log on RDS. We're going to have the Laval Rocket game and then the Montreal Canadiens game, so you will be able to follow your brother. Thank you very much, Brock. Perfect. Thank you. Jeune homme extrêmement sympathique. Et tout de suite après l'entrevue, quand on s'est remercié, juste avant de couper la conversation, j'ai dit merci beaucoup, tout ça. Et il m'a dit ne vous inquiétez pas, vous venez d'avoir un très bon joueur. Évidemment, il parle de son frère. Mais alors, pour résumer un petit peu la conversation du début, bien évidemment, au début, on a parlé du feeling un petit peu bizarre de subir l'élimination quand c'était pas prévu vendredi, mais de voir en même temps son jeune frère signer son premier contrat professionnel. Alors, la famille a vécu des montagnes russes d'émotions là, entre vendredi et samedi. Ça va vite, comme on dit. Dans le cas de Brock, l'entrevue qu'on vient de réaliser, il était de retour à Madison, au Wisconsin, pour évidemment continuer sa session d'études avec les Badgers, avec l'Université du Wisconsin. Je lui parlais de la saison que Cole a eue. Il dit de la façon dont il jouait, il dit il était tellement dominant, tellement bon qu'on avait le feeling qu'on ne pouvait pas perdre avec lui. Alors, c'est la preuve que le hockey, puis j'apprends rien à personne, c'est pas un seul joueur qui va changer tout ça. On a vu les Oilers d'Edmonton, ils ont beau avoir Connor McDavid, Leon Draisaitl. Au cours des dernières années, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça prend un travail d'équipe et Caulfield ne pouvait tout faire seul, mais il était vraiment dominant là, au cours de la saison. Je lui ai demandé jusqu'à quel point il s'était amélioré. Il dit son match est beaucoup plus complet qu'avant, c'est un jeu beaucoup plus mature, meilleur dans les 3 zones et tout ça.
Je lui ai posé la question au niveau de l'attention, la même question que j'avais posée à Cole dans le point de presse un petit peu plus tôt en journée. Il aime l'attention, il carbure à ça, il ne panique pas avec la pression et tout ça. Il dit c'est quelque chose qui le nourrit d'une certaine façon. Alors à ce niveau-là, il ne voit pas nécessairement de problème avec sa venue dans le marché de Montréal, qui évidemment est un marché très passionné. Il a dit, le jour du repêchage, il était tellement excité, il dit il aurait été n'importe où, évidemment, il voulait juste être repêché, mais il savait très bien qu'à Montréal, c'était spécial. Et il dit, je peux vous dire que je suis très au fait qu'il est extrêmement heureux de joindre l'organisation du Canadien. Je suis revenu sur ces 2 matchs qu'on a présentés à RDS en novembre dernier. Souvenez-vous, la première fois qu'on a présenté sur nos ondes les 2 matchs des Badgers, c'était contre Arizona State. Et ça a probablement été les 2 pires matchs de Cole Caulfield cette saison. Il a été blanchi au cours des 2 matchs, même qu'à un certain moment, Tony Granato lui a fait réchauffer le banc en 3e période, ce qui n'est pas dû arriver souvent dans la saison. Alors, je lui ai demandé si c'était relié au fait que peut-être il sentait qu'il y avait plus de pression parce que le match était télévisé au Québec et tout ça. Puis ça l'a fait sourire. Puis il dit il était au courant, mais je pense pas que ça n'ait eu rien à voir avec ça. Il dit d'ailleurs, par la suite, il a été excellent. Qu'est-ce que. On est revenu évidemment sur le gabarit. Il dit une phrase que j'ai bien aimée. On n'a pas besoin d'être grand pour marquer des buts. Et à ce niveau-là, il y en a effectivement des petits joueurs là, qui en marquent beaucoup de buts au niveau professionnel. Pas plus tard que vendredi soir, Rocco Grimaldi, des Prédateurs de Nashville, 5 pieds 6 pouces, donc plus petit que Caulfield, a marqué 4 buts dans un match. Alors, c'est évident que ces joueurs-là ont quelque chose de spécial et réussissent à trouver la façon un peu comme d'autres l'ont fait avant lui. Là, je veux dire, quel genre de carrière il aura, on ne le sait pas personne. Je lis beaucoup sur les médias sociaux depuis les derniers jours et même, je dirais, les 2 dernières années. Il y a la bande qui croit en lui. Moi, je fais partie de ceux-là. Il y a la bande qui croit qu'il est trop petit, qu'il ne réussira pas, que ça ne fonctionnera pas. Et la vérité, c'est que ce groupe-là, on n'en a aucune idée. C'est l'avenir qui va nous le dire. On peut avoir une opinion, ça c'est correct d'avoir une opinion, puis ça alimente beaucoup les discussions, puis j'ai pas de problème avec ça, mais la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Moi, je suis confiant pour ce jeune-là. Je pense que je l'ai vu jouer 35-40 matchs au cours des 2 dernières années en comptant le mondial des moins de 18 ans, le championnat du monde junior à 2 reprises, les matchs qu'on a fait avec Wisconsin. Je me suis déplacé à Boston l'an passé pour aller le voir jouer, le rencontrer. Je pense que ce jeune homme-là a quelque chose de spécial. Il a un charisme aussi. Il a quelque chose qui fait que c'est pas juste un joueur de hockey, là, c'est peut-être un petit peu plus. Alors, je pense que les partisans du Canadien vont tomber en amour avec lui au cours des prochaines années. Je vous rappelle les paroles de Tony Granato, son entraîneur, lorsqu'on l'avait rencontré l'an passé, avant même les 2 saisons universitaires. Il avait simplement vu le joueur qu'il était dans le programme américain et il avait dit c'est le genre de joueur qui, pendant 10-12 saisons consécutives, peut marquer une trentaine de buts dans la Ligue nationale. Et comme j'ai dit souvent, Tony Granato ne travaille pas pour le Canadien, n'est pas un partisan du Canadien, en a absolument rien à foutre du Canadien. Il a simplement dit ce qu'il pensait du jeune homme qu'il connaissait. Alors, la suite, évidemment, au cours des prochains jours. Et j'ai une belle nouvelle à vous annoncer en marge de Cole Caulfield. Comme, justement, on n'est pas certain si le premier match sera le 6 avril contre Stockton à Montréal, il y a 2 matchs à Toronto, les 9 et 10 avril, et RDS vient d'ajouter ces 2 matchs-là à sa grille horaire pour le Rocket de Laval, donc les 9 et 10 avril plutôt, si c'était les premiers matchs de Cole Caulfield et que c'était à Toronto. RDS 2 va vous présenter ces 2 matchs-là. Alors, c'est vous dire comment on suit l'équipe, puis on a à cœur justement le fait de vous présenter le plus de matchs possible. Alors, le Rocket qui ajoute 2 matchs à sa grille horaire. Pardon, RDS qui ajoute 2 matchs du Rocket à sa grille horaire. Avant d'enchaîner avec la Ligue américaine et le Rocket, justement, peut-être juste compléter la parenthèse sur les éliminatoires de la NCAA en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder tard, samedi soir, le match entre l'Université North Dakota et l'Université Minnesota Duluth. Ça s'est terminé en 5e période de prolongation, le match le plus long de l'histoire de la NCAA. Et c'est finalement Minnesota Duluth qui a éliminé North Dakota à 2 minutes 13 de la 5e prolongation. Luke Millemark a marqué un but gagnant pour donner une victoire de 3-2 à Minnesota Duluth.
et envoyé cette équipe-là au Frozen Four, éliminant du même coup les favoris, le North Dakota. C'était 2-0 pour Minnesota Duluth en fin de troisième période. North Dakota avait créé l'égalité avec 2 buts très tardifs à 18-19 et à 19-03. On a envoyé ce match-là en prolongation. Alors, l'élimination de North Dakota, il faudra suivre maintenant aussi le dossier des Sénateurs d'Ottawa parce que les Sénateurs ont 4 espoirs très intéressants qui jouent avec North Dakota, dont Jake Sanderson, leur deuxième choix de première ronde en octobre dernier, derrière Tim Stützle. Jacob Bernard Docker joue là également, défenseur qu'on avait avec Équipe Canada Junior en 2020. Il ne faut pas oublier non plus Tyler Clevin et surtout Shane Pinto, qui lui a déjà 2 saisons aussi de jouer au niveau universitaire, un peu comme Caulfield. Alors, est-ce que 1, 2, 3 de ces joueurs, 4 même, vont signer des contrats avec les Sénateurs au cours des prochains jours? Ça reste à voir. J'ai l'impression que dans le cas de Clevin, c'est peu probable. Sanderson n'a qu'une saison universitaire de jouer, mais il est tellement bon que peut-être il pourrait faire le saut tout de suite. Mais dans le cas de Pinto et de Bernard Docker, c'est vraiment à surveiller. Là. Est-ce qu'ils vont se rapporter à Ottawa, à Belleville? On verra bien. Et donc, le Frozen Four, le 8 avril prochain, on aura l'occasion d'en reparler, mais l'Université Massachusetts, donc qui était dans le groupe là, dans lequel les Badgers étaient, vont affronter Minnesota Duluth. Et l'autre demi-finale, c'est St. Cloud State contre Minnesota State. Et les deux gagnants de ces 2 matchs-là, le 8 avril, vont s'affronter dans la grande finale américaine le 10 avril prochain. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va savoir qui est le récipiendaire du trophée O.B. Baker remis aux joueurs par excellence des collèges américains cette année, dont évidemment Cole Caulfield est en nomination. Ligue américaine, je vous en parlais, le Rocket est en feu, 13 points sur une possibilité de 14 jusqu'ici dans le voyage à Calgary et à Winnipeg. Il reste un match demain avant de rentrer à la maison où le calendrier par la suite va être beaucoup moins éreintant. Les longs voyages vont être terminés. Le Rocket qui vraiment est fait flèche de tout bois depuis le début de la saison. 30 points au classement sur une possibilité de 40, donc une efficacité de 750. C'est bon pour le 4e rang au classement général de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Et ça, en dépit du fait qu'il manque des soldats. Là. J'écoutais tantôt Joël Bouchard dans son point de presse. Jesse Ilonen a été blessé hier. Yann Michak aussi. On ne sait pas si ces 2 gars-là vont être disponibles demain pour le dernier match du voyage. Déjà, on sait qu'Alex Belzil et Lucas Veidemo, leur voyage est terminé depuis le match de jeudi dernier, ça on l'avait déjà annoncé. Heureusement, Yannick Veilleux revient au jeu après avoir purgé sa suspension de 4 matchs. Caden Primo est extrêmement solide, le gardien de but. Il mène la Ligue américaine avec 10 victoires depuis le début de la saison. Il est le gardien qui est au 3e rang pour le plus de minutes jouées. Donc, malgré la pandémie, malgré le fait qu'on a beaucoup de matchs en peu de temps, Primo a réussi à prendre un rythme et c'est excellent ce qu'il fait depuis le début de la saison, Caden Primo. Hier, le Rocket a utilisé un 35e joueur différent depuis le début de la saison pour au moins un match. Aiden Verbeek n'avait pas joué depuis le début de la saison. En raison des blessés, des circonstances, Joël Bouchard l'amène dans l'alignement. Il marque un but. Alors, même avec le fait qu'on a joué avec 35 joueurs différents, le Rocket a une fiche de 14 victoires en 20 matchs. C'est assez phénoménal. Joseph Blandisi est un des joueurs qui, justement, répond présent depuis le début de la saison pour le Rocket de Laval. Il a 16 points en 19 matchs depuis le début de la saison. Voici une courte entrevue qu'on a réalisée avec avec Joseph Blandisi. Puis je vous résume tout ça, évidemment, en français à la fin d'entrevue. Notre invité, Joseph Blandisi du Rocket de Laval. Joe, thanks for being with us. After 20 games, you have a record of 14-4-2, despite the fact the team used 35 different players so far. It's kind of unbelievable, the season you have. If you look since the day one, it's pretty unique. Yeah, I mean, I think we're all on the same page. I think the coaching staff's done a great job with everybody, just keeping everybody positive, even if you're not playing on certain nights. I know I missed a game early on in the season. Everybody's positive. Everybody's a good teammate. And I think the personality on this team is what makes it so great. I think we have a relentless attitude and we don't stop. We're in good shape. We're just hard workers. So I think when you get everybody pulling the rope the same direction, you're bound to get results. And I think we're being consistent with that so far. I've watched the last game you played against the Moose. After 10 minutes in the third period, it was 3-1 for them. And I was looking at your team. You looked tired. And then suddenly 4 goals in 6 minutes. What happened exactly?
Yeah, I mean, we just have that belief in ourselves. We trust our system and we stick to it. So there's some nights where everything's not going to go perfect for the whole 60 minutes, but I think just our mentality and with the advice the coach has given us, we believe in ourselves and we know that eventually we're going to get our chances and we just got to capitalize on them. So I think that was the drum we were beating after 2 periods. Just stick with it. You're going to get your chances to tie this game, and we did. And you saw it paid the result. It's a real tough trip. Played 8 games like in 12 days. How would you qualify the gasoline tank so far after 7 of those 8 games? Yeah, I mean, obviously it's tough. It's not easy. I'm not going to sit here and say it's easy, but we're battling, we're fighting through it. And I think just our training camp, we had a month and a half there before the season, right, to all get in shape and get together and get our systems intact. And I think this, like I said, the staff did a great job with that. We're in shape. I think we're probably in the best shape in the league as a team as a whole, and especially for having 35 guys. So we knew we were going to have to use all our bodies, and we knew that these stretches of games were going to come, and we just tried to prepare the best we could for it. And it's showing right now. How much you're happy with your season so far? I mean, you're among the best players of the team since day one. So are you pleased with the way you played? Yeah, I mean, whenever a team's winning, you're on a winning team. Everybody looks good, right? So I think just I'm getting a good leash. I'm getting a lot of minutes. I'm getting to play on special teams, and I think I'm able to establish a role here. For the first time in my career. I know there's been a lot of ups and downs in my career with call-ups and recalls, and with that, it's hard to establish yourself a role on one team, whether you earn yourself power play time on a team and the next day you get called up and now you got to go back down in a week from then and earn yourself that spot back. So I think for me, just being in the same environment, same people around me, it's just helping me keep consistent and helping me keep my foot on the gas. The last 5 years, you had a couple of calls up, as you mentioned. You played at least 3 games in the NHL over the last 5 years. It's going to be tough this year with the COVID and all the players that are on the taxi squad in Montreal. Is it something you think a lot about when you're in the American Hockey League, always expecting the phone calls? Or that was something I learned at a young age. You can't worry about that. It's out of my control. What I do on the ice is going to dictate when the phone calls come and where they come from. So I think when I was younger, my first couple of years, that's all I worried about is that phone ringing, and it took away from my game a little bit. So now I think I'm just able to get out on the ice, put my best foot forward every game, and I'm letting the rest take care of itself. And I think it's working for me mentally for sure. You came in Laval last year. Have you ever heard about Joël Bouchard and this style of coaching, which is like maybe a bit different than maybe other coaches that you had before in your career? For me, he's one of the best seller, I would say. He's selling his system. He's selling the way of playing. And how much you appreciate the coach-player relation that you have in Laval? I think it's been great ever since day one. I have no bad things to say about the staff here. They've made it comfortable for me, and I know I came with Luch. He's comfortable as well. So I think just once you get all the pieces that you want and the personalities you want on a team as a coach, then that's when you can have your success. So I think right now, Joel loves the group he has in front of him. He harps on it all the time, how he's so excited that he has a bunch of good guys. Everybody is willing to buy into his system. And then you see when everybody's pulling the rope the same direction, the system works. So I think as much as he's making us look good and we're making him look good. So I think we're all pulling the rope, like I said, the same direction, and it's a full team effort, and it's taking all our 35 bodies, and that's not easy for a coach to weather that many bodies. Maybe one or two before letting you go. You have a special kid coming. You must have heard a lot about Cole Caulfield. He's signed with Montreal now. He's supposed to be in Laval maybe next week after his quarantine. Is there a buzz around him, even in Laval right now? You must have seen him play. You must have seen the goals that he scored. He's a special kid? Yeah, we've heard a lot of good things. I know me personally, I was watching him play the World Juniors, a good tournament there. And now just in this last NCAA tournament, he's doing well as well. He's carrying his team. He's consistent every night. So I think his consistent efforts is going to suit well with our team. And I think we need him right now. We need the bodies as soon as possible. So I think everybody here is excited to get him, and we're excited to see what he can bring to the table and help us win some more games. And in your last year in junior, you scored 50 goals.
the step between the juniors and the AHL is probably bigger than the step from the AHL to the NHL. Would you agree on that? Or if so for him, it's going to be tough from the NCAA to the American Hockey League? Yeah, I think junior to the AHL is probably a little bigger of a jump than NCAA to the AHL. I want to say that the NCAA has more similar game to the AHL, so hopefully that'll help him. I think it's more hitting, more rough stuff in the NCAA than it would be in the OHL. So I think hopefully he's prepared for it, and I know he's a creative, shifty player. So as long as he can make his plays and get out of the hits of Alors voilà, il y avait eu un petit problème technique. L'entrevue était terminée. On a raté peut-être les 5-6 dernières secondes de la fin de la réponse de Blandisi, mais je l'ai remercié tout de suite après. Généreux de sa part, évidemment. On parlait à la toute fin de Cole Caulfield. C'est intéressant ce qu'il disait. Il dit peut-être que le saut du hockey junior à la Ligue américaine est plus grand que de la NCAA à la Ligue américaine, parce qu'évidemment, dans la NCAA, on joue peut-être un petit peu plus le style du hockey professionnel. Et évidemment, les joueurs sont plus vieux aussi. Je regardais le match de vendredi, Wisconsin contre Bemidji State. Il y avait 2 ou 3 joueurs dans Bemidji State qui avaient déjà 25 ans. Là. Alors, Caulfield jouait contre des hommes, comme on dit, des gars de 24-25 ans. Excité de le voir arriver, évidemment, avec le Rocket de Laval. Il a suivi ses exploits aux derniers mondiaux juniors, également avec Wisconsin. Il pense que c'est un joueur qui est très constant, qui peut un petit peu aider à l'offensive de l'équipe. En tout cas, on a le buzz alentour de lui. Pour résumer le reste de l'entrevue avec Blandisi, il dit tout le monde est pas mal sur la même page dans le Rocket cette année. On a une belle chimie d'équipe. Tout le monde a acheté le système. Et c'est ça qui est le mot qui revient souvent. On achète le système de Joël Bouchard. Moi, je trouve que Joël, justement, ça peut avoir une qualité. C'est de vendre son système, de vendre sa façon de faire, de sa gestion du personnel à tous les joueurs. Et tout le monde semble adhérer à tout ça. Et c'est ce qui fait, je pense, que le Rocket a une bonne saison cette année. Il est satisfait de sa saison, évidemment. Il dit quand on gagne, il dit tout le monde paraît bien. Il dit moi le premier. Il dit pour la première fois, peut-être j'ai un rôle bien établi dans l'équipe. Je sais où je m'en vais. Je joue beaucoup de minutes et je suis utilisé dans des circonstances que j'aime bien. Je lui ai parlé des rappels. Au cours des 5 dernières années, Blandisi a été minimum 3 matchs dans la Ligue nationale au cours des saisons. Et là, on regarde la saison aller cette année. C'est vraiment pas évident qu'il aura un rappel à Montréal d'ici la fin de la saison. Et il a dit en vieux sage qu'il commence à être maintenant à 25 ans dans la Ligue américaine. J'ai arrêté de m'en faire avec les rappels et les coups de téléphone. Il dit c'est quelque chose qui me nuisait peut-être au cours des dernières années. Je contrôle pas ça. Je lui ai parlé de sa relation lorsqu'il est arrivé à Laval l'an dernier. Il s'était amené dans une transaction avec Jake Lucchini en retour de Phil Verone et de Riley Barber, 2 joueurs qui, semble-t-il, achetaient moins, si on veut, la gestion de Joël Bouchard et on les a expédiés sous d'autres cieux pour faire l'acquisition de Blandisi, Lucchini. Il dit, depuis le jour 1, il dit Lucchini et moi, on s'est super bien intégrés, on a bien aimé, on aime bien la relation qu'on a. Il dit Joël Bouchard nous fait bien paraître. On le fait bien paraître aussi, alors tout le monde est gagnant là-dedans. Ça résume un peu l'entrevue de Joseph Blandisi qui a 16 points en 19 matchs depuis le début de la saison. Il avait été laissé de côté pour un match en début de saison lorsque la rotation s'effectuait beaucoup plus au niveau des attaquants, lorsqu'il y avait plus de monde au sein de l'équipe. Philippe Maillet, le Québécois des Bears de Hershey, a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine en 3 matchs cette semaine. 1 but, 7 passes pour 8 points. Une fiche plus et moins de plus 8. Alors, une excellente semaine pour Philippe Maillet, lui qui a joué quelques matchs avec les Capitals de Washington en début de saison. Donc, je vous rappelle l'horaire du Rocket cette semaine. Demain, mardi, le 30 mars, dernier match de ce terrain-temps voyage au Manitoba. L'équipe va voyager par la suite, va reprendre le collier vendredi, dimanche et mardi au Centre Bell, mardi le 6, donc mardi prochain. On aura 3 matchs sur les ondes de RDS. Donc, le prochain rendez-vous sur les ondes de RDS pour le hockey du Rocket, c'est vendredi soir. Je vous rappelle également la confirmation que RDS 2 va vous présenter 2 matchs à Toronto les 9 et 10 décembre. Et également un changement de calendrier. On a vu hier le Canadien qui a obtenu les changements à son calendrier en raison de l'éclosion de COVID qu'il y a eu la semaine dernière. Alors, il y a un match du Rocket qui était prévu le samedi 17 au Centre Bell contre les Marlies de Toronto, a été devancé au jeudi 15, puisque le 17, maintenant, le Canadien va jouer contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est le match qui devait avoir lieu ce soir, justement, plutôt demain soir contre les Sénateurs d'Ottawa. On va jouer contre Edmonton à la place. Alors, ce match contre Ottawa est déplacé le 17 avril. Il fallait donc bouger le match du Rocket.
On l'a devancé au 15 avril. Il y avait quand même une semaine de congé là, pour le Rocket. Donc, pour le calendrier Lavallois, ça se plaçait très bien. On va terminer notre balado-diffusion hebdomadaire avec ce qui s'est passé un peu dans la Ligue junior majeure du Québec cette semaine. 12 équipes qui vont terminer leur saison vendredi. Comme je le mentionnais, il y a à nouveau 4 bulles, 4 environnements protégés qui vont commencer mercredi. Ce sont de courts environnements protégés. 2 matchs en 3 jours pour chacune des 12 équipes. À Bécomo, on aura le Drakkar, les Remparts et l'Océanique de Rimouski. À Victoriaville, les Tigres, les Saguenayens, les Cataractes. Ça va être intéressant là, pour le premier rang de la section Est entre Chicoutimi et Shawinigan. À Rouyn-Noranda, les Huskies, les Foreurs et les Voltigeurs de Drummondville seront en action. Et à Sherbrooke, le Phoenix, l'Armada et les Olympiques de Gatineau. Donc, chaque équipe va jouer 2 matchs. Ça va clore la saison des 12 équipes du Québec. Peut-être rappeler que dans la dernière bulle, c'est encore une fois les Foreurs de Val-d'Or qui auront été les meilleurs avec 4 victoires, aucune défaite. Les Foreurs ont 17 victoires à leurs 19 derniers matchs. Ça roule à un rythme d'enfer pour la formation valdorienne. À l'opposé, le Drakkar de Bécomo a perdu ses 2 matchs à Sherbrooke. Après s'être rejoint à cette bulle-là un petit peu sur le tard. 2 victoires seulement au cours des 19 derniers matchs pour le Drakkar de Bécomo, qui évidemment s'est tourné vers la saison prochaine. Faudra voir la lutte pour le dernier rang au classement général de Bécomo et Sherbrooke. Ça va être important, évidemment, lorsque va venir le temps de la fameuse loterie pour le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, mais on aura le temps, évidemment, d'en reparler. Dans les Maritimes, il y a eu 7 matchs au cours de la dernière semaine. Halifax et Bathurst sont allés chercher 2 victoires. Les Islanders de Charlottetown n'ont disputé qu'un match, ils l'ont gagné, 13 de suite. Le match d'hier entre Cap-Breton et Charlottetown a été annulé parce que des joueurs des Eagles avaient des symptômes qui s'apparentaient un peu à la grippe. Alors, on n'a pas voulu prendre aucune chance. De toute façon, Charlottetown et Cap-Breton auront l'occasion de se revoir encore quelques fois, puisque pour l'instant, dans les Maritimes, on est encore séparés. Les 3 équipes du Nouveau-Brunswick d'un côté, les 3 équipes de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard de l'autre côté. On ne veut pas encore mélanger ça. La Ligue junior majeure du Québec travaille pour que peut-être dans les 2 dernières semaines du mois d'avril, il y ait des matchs entre ces équipes-là parce qu'on le sait depuis le retour au jeu, Charlottetown ne joue que contre Cap-Breton et Halifax et les équipes du Nouveau-Brunswick ne jouent qu'entre elles également. Alors, c'est un petit peu décevant cette situation-là, mais au moins, il y a du hockey et on sait que pour ces équipes-là, la saison régulière, parce qu'on peut accueillir quelques spectateurs là, dans ces amphithéâtres-là au Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes, on va laisser continuer la saison se poursuivre un peu et au début mai, il y aura des séries éliminatoires qui seront beaucoup plus expéditives. On va jouer des matchs suicides, notamment pour les équipes de 6e et de 5e position, etc. Donc, on va rattraper le tout en mai. Mais pour l'instant, la saison régulière se poursuit dans les Maritimes et au Québec, elle va prendre fin vendredi. Mauvaise nouvelle chez l'Océanique de Rimouski, Zachary Bolduc, l'excellent espoir de première ronde pour la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021, a été blessé. Le communiqué officiel dit une blessure au bas du corps et une absence de 6 à 8 semaines. Donc ça, c'est quand même très important. Ça enlève toute chance de Bolduc de revenir cette saison et le peu de possibilités qu'il y avait de jouer peut-être avec l'équipe des moins de 18 ans. Ça aussi, cette semaine, ça a été un sujet dont on a parlé. La fameuse équipe des moins de 18 ans. Je vais y revenir dans quelques instants, mais ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec au sein de cette formation-là, en raison justement des séries éliminatoires de la LHJMQ. Donc, Zachary Bolduc, mauvaise nouvelle. Justin Côté, l'attaquant de 16 ans des Voltigeurs de Drummondville, est le joueur par excellence de la semaine. 5 buts et 1 passe en 2 matchs seulement. Côté est rendu à 17 buts. Là, ça a été long pour lui de décoller. Ça a pris 11 matchs avant d'inscrire son premier but. Mais depuis ce temps-là, il roule à un rythme d'enfer. L'équipe canadienne des moins de 18 ans, je vous en ai parlé un petit peu. J'ai fait une chronique cette semaine au rds.ca. En raison des circonstances, il se peut que pour ce tournoi-là, qui va commencer le 26 avril prochain au Texas, l'équipe canadienne ne soit composée que de joueurs de l'Ontario et de l'Ouest. Il y aura peut-être des Québécois dans l'équipe, mais des Québécois qui ne jouent pas dans la LHJMQ. La raison, c'est la suivante. L'équipe doit s'envoler pour le Texas pour tenir une quarantaine là-bas le 15 avril. Et en principe, le 15 avril, il n'y aura probablement pas beaucoup de séries de la Ligue junior majeure du Québec qui vont être terminées. Peut-être ce sera le cas. Si jamais c'est possible, il n'est pas exclu qu'on puisse ajouter des joueurs comme Joshua Roy, exemple, du Phoenix de Sherbrooke, si jamais le Phoenix devait se faire éliminer rapidement en séries éliminatoires. On sait que la première ronde sera un 3-5. En principe, on voudrait commencer le 8 avril. Alors, si jamais Sherbrooke perd en 3 matchs et que le 11 avril, c'est terminé,
il y a peut-être une possibilité d'ajouter un bonhomme comme Joshua Roy. Ce qui est décevant, c'est qu'il y avait 18 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui avaient été nommés l'été dernier sur l'équipe virtuelle des moins de 18 ans. Et la Ligue junior majeure du Québec était la ligue la mieux représentée. Il y avait 18 joueurs de la LHJMQ, il y en avait 13 de l'Ouest, 11 de l'Ontario. Et malheureusement, je dis malheureusement ou heureusement, parce que heureusement au Québec, on joue, mais malheureusement, parce qu'on joue, on ne pourra pas envoyer de joueurs à l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Alors, c'est une espèce de feeling différent selon dans laquelle position on se trouve. Mais le tournoi a lieu du 26 avril au 5 mai au Texas cette année. D'ailleurs, RDS va vous présenter des matchs. Je vais vous en parler lorsqu'on va approcher de cet événement-là. Mais pour l'instant, là, au niveau de Hockey Canada, ça va peut-être être difficile de compter sur les joueurs de la LHJMQ. Il y avait 2 Québécois également qui se retrouvaient sur la liste l'été dernier. De Hockey Canada, parce que Hockey Canada, ce qu'on a fait l'été dernier, c'est qu'on avait nommé une liste virtuelle de joueurs potentiellement disponibles pour jouer dans si on veut, la Coupe Linka Gretzky qui n'a pas eu lieu. Et au sein de cette formation-là, il n'y a pas eu de camp, mais on avait quand même fait une équipe virtuelle. Il y avait le défenseur Guillaume Richard qui jouait à Mount St. Charles Academy, qui a passé l'année dans la USHL cette année. Est-ce qu'il sera disponible pour se joindre à l'équipe canadienne? On verra. Même chose pour Dovar Tinling, cet attaquant de Pointe-Claire qui a déjà joué pour les Lions du Lac-Saint-Louis. Il a passé la dernière saison avec l'Université du Massachusetts, donc pourrait peut-être lui aussi se retrouver avec la formation. J'ai dit Massachusetts, pardon, c'est plutôt l'Université du Vermont. Pourrait peut-être donc lui être invité par l'équipe canadienne. Alors, ça pourrait être la saveur québécoise de l'équipe si les gars de la LHJMQ ne sont pas disponibles. Grosse nouvelle en terminant aussi, comme ça remonte quand même au début de la semaine, je n'ai pas mis d'emphase au début, mais quelle belle annonce Hockey Canada la semaine dernière de la nomination d'André Tourigny comme entraîneur à temps plein là, pendant un petit peu plus d'1 an pour 4 tournois importants, dont le championnat mondial de hockey junior de 2022 qui aura lieu encore une fois à Edmonton cette année. Donc André Tourigny va revivre le tournoi une 2e année de suite comme entraîneur-chef, une 3e année de suite parce qu'il était l'adjoint de Dale Hunter en République tchèque l'an dernier, en 2020. Et ce sera sa 6e participation au championnat du monde de hockey junior. Il aura vécu 4 fois comme adjoint et une 2e fois comme entraîneur-chef. André Tourigny, qui a ici aussi été nommé entraîneur adjoint de la formation canadienne senior pour le championnat du monde senior qui va arriver en mai prochain, en 2021. Entraîneur adjoint également pour l'équipe canadienne lors des Jeux olympiques en 2022 et entraîneur-chef de la formation senior de 2022. Jamais un entraîneur au niveau junior n'a obtenu ce poste-là. Alors, c'est vraiment extrêmement mérité. On est toujours content pour André Tourigny parce qu'on le dit, c'est un ami là, de RDS, c'est un ami de Sur la glace, ici notre podcast. On l'a reçu à plusieurs reprises. Et quel chic type, on en parle souvent et c'est vraiment une bonne nouvelle. Peut-être vous laisser avec nos éphémérides de la semaine, comme on le fait en fin d'émission à chaque semaine. Hier marquait l'anniversaire, le 28, hier marquait l'anniversaire d'une situation qui n'est jamais réarrivée depuis 1986 dans la Ligue junior majeure du Québec. Les Castors de Saint-Jean avaient remporté une 4e victoire en prolongation dans la même série contre Verdun. C'est un record de la Ligue junior majeure du Québec. Faut-il rappeler que cette année-là, en 86, c'était des séries 5-9. Alors, les Castors avaient gagné 4 des 5 matchs en prolongation. Évidemment, jamais dans l'histoire de la Ligue, une équipe a gagné 4 matchs en prolongation dans la même série. Alors, c'était l'anniversaire de ça hier. Le 30 mars, donc demain, ça va faire 11 ans. Hubert Labrie des Olympiques de Gatineau avait marqué le but gagnant dans un 7e match en 8e de finale contre le Junior de Montréal à l'Auditorium de Verdun. J'étais là à ce match-là. Ceux qui ont vécu ce match-là, le tir était arrivé de la ligne rouge, avait frappé une craque dans la bande et avait dévié tout près du gardien Jean-François Bérubé avant de se retrouver dans le filet. Ça avait été une défaite crève-cœur dans un 7e match. Et il y aura également 5 ans demain, le 30 mars 2016, le gardien Evan Fitzpatrick, alors avec le Phoenix de Sherbrooke, avait effectué 73 arrêts dans un revers en 2e prolongation contre les Cataractes de Shawinigan. Ça se passait à Sherbrooke. Alors, ce sont des éphémérides là, pour marquer un peu l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec quand le temps le permet à chaque semaine. Ça me fait toujours plaisir de vous faire revivre quelques moments.
Alors voilà qui complète donc notre Sur la glace hebdomadaire. Je tiens à remercier mes invités Brock Caulfield de l'Université du Wisconsin et Joseph Blandisi du Rocket de Laval à qui on a parlé à Winnipeg. Également toujours important l'équipe, la petite équipe, Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou et Bruno Montpetit à la recherche. Mes salutations, on se revoit lundi prochain pour un autre balado sur la glace.